Bienvenue dans les voies de Caliantus. Je m'appelle Léa et je serai votre guide dans un espace où les symboles s'entrelacent avec les récits et où les légendes murmurent à travers le temps. Ici, chaque épisode est une invitation à ralentir, à regarder autrement le monde qui nous entoure et à découvrir ensemble ces fragments de culture qui éveillent l'imaginaire et poétisent notre quotidien. Interviews, lecture de contes, analyse et recherche, que vous soyez curieux de comprendre ou simplement en quête de nouveaux imaginaires, laissez-vous porter par ces histoires anciennes et par la sagesse des symboles qui nous relient les uns aux autres. Prenez une grande inspiration et ouvrez avec moi la porte de notre héritage. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour la série sur les auteurs et les chercheurs qui m'inspirent, ceux qui sont sémiologues de près ou de loin. Et je commence aujourd'hui avec Umberto Eco, un mastodonte dans le monde de la sémiologie, un architecte du sens, un homme très inspirant. Aujourd'hui je vous emmène dans son parcours, donc ouvrez bien les oreilles et soyez prêts à être inspirés. Umberto Eco, il est né en 1932 en Italie dans une famille plutôt modeste. Il est destiné par son père à faire une carrière juridique, mais il décide, lui, d'aller étudier la philosophie et la littérature médiévale à l'université de Turin. Et du coup, il fait une thèse de doctorat qu'il soutient à peu près vers 1954 et qui porte sur Thomas d'Aquin. C'est quelqu'un que j'ai déjà évoqué ici dans mes enregistrements Patreon, si vous voulez aller écouter ça. Donc une figure qui influencera évidemment toute son exploration du langage et de la signification. Ensuite, il va travailler dans une chaîne de télévision italienne et c'est là qu'il va découvrir un peu les médias et qu'il va commencer à s'intéresser à la sémiotique. Il est en parallèle de tout ça en train de fréquenter des cercles intellectuels et ça le pousse vraiment à approfondir ses recherches sur les signes et les symboles. C'est dans les années 60 qu'il devient professeur dans plusieurs universités italiennes avant d'obtenir une chaire à l'université de Bologne où il enseigne la sémiotique pendant plusieurs décennies. Et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'il formalise toutes ses théories sur l'interprétation du langage, les structures narratives et évidemment la production du sens. On peut dire de Umberto Eco que c'est vraiment un sémioticien, c'est-à-dire un penseur des signes et de leur signification. Il s'inscrit dans la lignée des grands théoriciens théoriciens du signe, comme Ferdinand de Saussure et Charles Peirce. Mais lui, il approche vraiment cela avec quelque chose de très ouvert et d'interactif, puisque le sens, selon lui, ne se limite pas à ce que l'auteur veut dire, mais est aussi produit par le lecteur. Et il a mis tout un concept de l'œuvre ouverte. Il a produit un essai qui s'appelle œuvre ouverte, opera aperta, pour comprendre ça. Il explique que les œuvres d'art et les textes ne sont pas figés, mais qu'en fait ils évoluent avec l'interprétation qu'en fait chaque lecteur. Et ça, c'est une idée qui bouleverse la sémiotique en introduisant vraiment une notion de dynamisme et puis de pluralité des significations. Là où avant on opposait assez ça à une lecture unique et figée. Vous pouvez aller voir ça dans des ouvrages comme Lector in Fabula, où il montre comment le lecteur construit activement le sens d'un texte en fonction de son propre bagage culturel et de ses attentes. Donc voilà, l'interprétation parle toujours un peu de nous. Et c'est dans deux ouvrages qu'il développe une vision plutôt systématique du langage comme un réseau infini de signes interconnectés. Et sa pensée analytique et linguistique sera vraiment établie dans Sémiotique et philosophie du langage, qui a été publié en 1984, et dans La structure absente également en 1968. Mais ce qui est intéressant avec Umberto Eco, c'est qu'il explore un petit peu aussi les imaginaires et qu'il est conteur et romancier, on pourrait le dire comme ça. Il est romancier à succès puisqu'en 1980, il publie son premier roman, Le nom de la rose, qui devient un phénomène mondial. C'est un roman policier médiéval, pour ceux qui ne connaissent pas, qui raconte une enquête menée dans une abbaye bénédictine, une abbaye du XIVe siècle. Et c'est une histoire qui mêle théologie, sémiologie, philosophie,
Et à travers l'intrigue, il explore vraiment la manière dont le savoir à l'époque est contrôlé et interprété. Donc voilà, je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Il a aussi d'autres romans qui vont suivre, entre érudition, fiction. Voilà, il gère ça d'une main de maître. Vous avez Le Pendule de Foucault en 1988, où là on va aller dans l'ésotérisme et les théories du complot. Vous avez L'île du jour d'avant, qui est plutôt une réflexion sur le temps. Baudolino, une réécriture médiévale de la quête du royaume du prêtre Jean, très très intéressant. Et Le cimetière de Prague, un roman sur les falsifications historiques. Évidemment, ces romans, c'est jamais vraiment de simples récits, ce sont des expériences intellectuelles. Il joue beaucoup avec les signes et les références culturelles, et moi, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il laisse derrière lui une œuvre vraiment prolifique qui marque activement la sémiotique, la philosophie du langage et la littérature. On retiendra du coup que son approche du signe comme phénomène ouvert et interactif. Et ça influence encore beaucoup les études littéraires aujourd'hui. Donc, on pourrait un peu résumer ça par une idée qui est que tout est le texte et tout est l'interprétation, en fait. C'est une figure vraiment clé de la sémiotique, la littérature. Donc, j'espère que cette petite introduction vous aura donné envie d'aller voir un peu plus tout ça. Il a aussi écrit des entretiens qui sont très intéressants où il parle de son rapport à la littérature, aux livres qu'il possède, etc. Je vous conseille ça. Et aussi, si vous connaissez le roman de la Rose, il a également écrit Apostille au roman de la Rose où il explore encore plus en détail la façon dont il l'a écrit. Donc tout ça, ce sont des mines d'or pour ceux qui s'intéressent à la sémiologie. Je vous laisse du coup avec ça et je vous donne rendez-vous très vite pour explorer un nouvel auteur.